tout le monde, bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors si vous étiez avec nous lundi, vous connaissez déjà notre invité Daniel Descaries. Bonjour Daniel, bonjour, qui est revenu avec nous et qui je crois va terminer aussi cette semaine avec nous. Une semaine où on apprend à mieux se connaître, à mieux se comprendre et puis à accueillir nos émotions parce que on l'a entendu lundi, quand on comprend nos émotions, quand mieux on les comprend, mieux on peut aussi les gérer. Et déjà c'est un grand pas pour l'humanité. Et aujourd'hui, on va parler des relations toxiques avec vous. Relations toxiques, on en a déjà parlé ici, mais bon, on en a parlé. Nous, on n'était pas psychothérapeutes. Il manquait quelques notions, quoi. La psychodynamique. Donc, ça m'impressionne. Donc, on va parler de relations toxiques aujourd'hui, Daniel, savoir c'est quoi exactement. Et parce que, bon, ça, on l'avait déjà dit, qu'on peut facilement aujourd'hui étiqueter les gens à la mode, de toxiques. toxiques. Alors que bon, quelquefois, on y va peut-être un petit peu facilement. Mais il y a les relations toxiques, n'empêche, ça existe, ça fait des dégâts, ça a des conséquences. Et en fait, quand on est nous-mêmes prêts peut-être à étiqueter tout le monde de relations toxiques, est-ce que je ne suis pas moi-même toxique? Et est-ce que, si on ne me l'a jamais vraiment expliqué, c'était quoi une relation toxique, bah peut-être en fait, j'ai même pas conscience que c'est ça que je suis en train de vivre et c'est pour ça que je me sens de telle ou telle façon. Alors Daniel, on veut tout savoir. On veut tout savoir. C'est important d'en parler parce que l'Église est un terrain fertile. Bonne nouvelle. Pour les relations toxiques. Je prends une gorgée. Qu'est-ce qu'on nous enseigne dans l'Église? Aime ton prochain. Comme Oui, mais aime ton prochain, prends soin de l'autre, soupçonne pas le mal, soupçonne le bien. Et c'est tout, c'est la vérité. Le problème, c'est que si je fais face à un abuseur ou si je fais face à une personnalité narcissique, je tombe dans le piège. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnalités narcissiques dans les églises, parce que ça nourrit le narcissisme et les relations toxiques. Ils peuvent se cacher mieux, peut-être? Ils peuvent très bien se cacher sous la bannière de « mais c'est l'Évangile » et puis bon. Déjà, dans les premiers 3 mois au Québec, il y a eu 8 féminicides. Ce matin, à la radio, là, il en recherchait un là, qui est en fuite. Là. Donc, il faut qu'on en parle. Alors, des signes en général de relations toxiques, relations malsaines. Okay? Et là, on élargit là, toutes nos relations interpersonnelles. Là. Ça peut se retrouver au travail, ça peut se retrouver à l'église, ça peut se retrouver dans la famille, ça peut se retrouver en relation amoureuse. Une relation malsaine, ça ne veut pas dire toxique. Hein? Ne veut pas dire toxique, mais il y a quelque chose... On est en chemin vers, qui peut facilement basculer. C'est malsain. Un des premiers symptômes, c'est que la relation ne donne pas de sourire. Ça me semble être banal, mais le sourire. On n'a pas une relation toxique à la Parce que les relations interpersonnelles devraient apporter un sourire. Il devrait y avoir un certain bien-être. Dans des relations toxiques, vous allez remarquer que les sourires disparaissent. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas. Parfois, quand on demande aux gens, ils ressentent un mal-être. Ils ont de la difficulté à l'identifier, le pourquoi, mais ils le ressentent. Il y a quelque chose, je me sens pas bien avec la personne. Dans cette relation-là, il y a un mal-être qui est là. Il y a quelque chose qui est pas fluide, hein, même si on a de la difficulté à l'identifier. Le troisième symptôme, c'est qu'il y a une forme de violence. Il y a une forme de contrôle qui prend place. Elle peut être psychologique, elle peut être spirituelle, elle peut être financière, où il y a quelqu'un qui domine, contrôle l'autre. Et c'est une forme de violence. Parfois, les gens disent, j'ai eu une dame qui m'avait dit, si seulement je pouvais montrer des ecchymoses, c'est-à-dire des bleus, des marques, des blessures, si je peux. Là, les gens pourraient me croire, mais ce que je vis à la maison, c'est dans mon cœur qu'il a complètement détruit mon cœur. Mais ça ne paraît pas. Okay? Alors, il y a une forme de violence qui va être présente. Et puis qui peut être physique, qui peut être sexuelle, qui peut être... les paroles verbales.
paroles verbales qui vont détruire. L'utilisation de la parole de Dieu pour dominer sur l'autre. Est-ce que Paul n'a pas dit que ton corps ne t'appartient pas, mais qu'il m'appartient? Ben, dans les mains d'un abuseur, on est dans le problème, là. Okay? Alors, il y a une forme de violence. Il y a un rapport de force et de dépendance. C'est-à-dire que la relation va devenir que je ne peux pas vivre sans toi. OK? Et c'est comme si la victime se retrouve dans une situation où l'autre a tellement bien orchestrer la relation que le message est « sans moi, tu pourras pas ». Même si c'est pas une relation amoureuse. Même si c'est pas une relation amoureuse. Okay. Sans moi, ben, la promotion, là, ben, tu pourras pas l'avoir. Et les dégâts, enfin, ou les conséquences d'une relation toxique, on parle là par exemple d'un point de vue professionnel, est-ce que ça va se faire ressentir dans les autres domaines ou dans les autres relations? Ou alors est-ce que les gens réussissent peut-être inconsciemment à juste vivre une relation toxique avec une seule personne? Toxique, un seul, c'est ça. Une relation, ouais, à vivre ça juste dans une relation, puis pas le reste. Ben, c'est souvent que quand la victime a trouvé sa proie, la victime. Pardon. Je me dis que c'est tellement profond que je quand l'abuseur a trouvé sa proie, parfois, il va laisser les autres tranquilles. Il y a des gens qui sont des monstres dominateurs qui sont impliqués à l'accueil à l'Église, qui vont souhaiter la bienvenue aux gens. Bonjour, bienvenue. Et puis, mais à la maison, c'est des monstres. Okay? Alors, oui, ça peut arriver. Mais le caractère de domination, le caractère de toxicité va émerger. Quand on prend un pas de recul, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui ont très, très peu, ça va faire partie d'autres symptômes qu'on va voir, mais d'isoler. C'est des gens qui n'ont pas d'amis, très peu d'amis, s'isolent. Il y a quelque chose qui est malsain qui est là. Il va y avoir aussi l'idée de la communication n'est pas fluide. Dans des relations qui sont toxiques, c'est difficile de communiquer. Et on tente de communiquer et ça passe pas. Il y a un mur qu'on a fait référence lundi. Il y a une muraille, on va y revenir vendredi, mais il y a des murs, il y a des blocages. La communication n'est pas fluide. J'ai pas l'impression que je suis en mesure de m'exprimer librement. Il y a toutes sortes de contextes sur lesquels je ne peux pas m'exprimer. Et comment on va ressentir ça? Est-ce que c'est à travers la colère ou le fait de se faire ridiculiser quelquefois? Ça va être le ridicule. Tu vas voir tantôt quand je vais revenir sur plus spécifiquement sur les relations amoureuses. Là, il y a le gaslighting qu'on parle. Je vais le définir. Mais c'est juste un ressenti qu'il n'y a pas acte de recevoir. OK. Okay? La communication toujours... Même si c'est très doux au final. Même si c'est très doux, hein? OK. Mais je t'écoute pas. Alors, et c'est ça le contraire de l'amour. Hein? L'amour, c'est pas la haine. Au moins, quand tu m'haïs, j'existe. C'est l'indifférence. Quand je suis pas entendu, j'existe pas. Ah, ça, c'est le contraire de l'amour. Là. Ça me laisse dans un néant. On peut pas être dans une relation qui est toxique, malsaine. Je peux pas être moi-même. J'ai pas le droit d'être moi-même. Je dois constamment changer des choses. Je dois constamment faire attention à des choses pour être en relation avec toi. Sinon, et c'est là des relations qui sont riches, parce que ça nous fait refléter aussi c'est quoi des relations riches, des relations... c'est que je peux être moi-même. Et puis des fois, on n'est pas toujours sur notre meilleur côté. On a le droit à l'autodirision un peu, des fois. Puis en même temps, des fois, on peut avoir des opinions, on peut les émettre, puis et puis après ça, on peut s'en parler, puis c'est vrai, hein, j'ai peut-être été trop... tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'avoir des opinions saines, on peut être soi-même. C'est pas lisse. C'est pas lisse, mais c'est pas aussi de jouer des rôles. Comprends? Souvent, moi, ça m'est arrivé, j'étais en vacances à un moment donné dans le sud, et puis je suis sur la plage. Je ne suis pas habillé pastoralement. Bon, faites-vous pas d'image, là. Et j'étais avec mon épouse, on est sur la plage, on est en vacances dans le sud, et j'ai quelqu'un qui arrive « Bonjour, pasteur Daniel! » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je veux juste être tranquille. Hein. Je veux juste être moi-même.
OK? Alors, d'avoir le sentiment que je ne peux pas être moi-même. Je suis constamment au dépens du standard de l'autre. L'autre me met des standards que je dois atteindre. Bon. Et le sentiment, dans cette relation, je me sens toujours tiré vers le bas. Ouais. Il y a des relations malsaines, là. Je me sens tiré vers le bas constamment dans cette relation-là. Je reviens, je suis épuisé. J'ai soupé avec une amie et quand je reviens d'un temps avec elle, je suis complètement vidé. Il y a quelque chose qui est malsain. Mais est-ce qu'on peut se sentir vidé, mais est-ce que sur le moment, on peut avoir l'impression d'avoir apprécié pourtant le moment où on est dans la discussion, puis c'est juste après, en rentrant, de se dire « Ah, mais c'est vrai, je me sens tout le temps complètement drainé. » Oui. Et après, c'est là de commencer à en prendre note, puis là de dire « OK, qu'est-ce qu'on est en train de développer ici comme relation? Okay? » Juste avant qu'on aille plus loin, parce que ces personnes-là, ils peuvent... Une fois qu'on a tout dit ça, pourquoi qu'on tombe dans une relation toxique, c'est que fondamentalement, ces personnes-là, ils sont quand même gentils. C'est ça, c'est ça. Hein? C'est là qu'il faut aller regarder. Ouais, tu peux avoir l'impression que c'est agréable, puis finalement, c'est pas agréable. Ils apportent assez pour qu'on veuille rester. Moi, j'ai eu une cliente qui était venue me voir avec des ecchymoses, l'œil, parce que le monsieur l'avait battu. Et elle m'avait dit, de façon très claire, il vaut mieux quelques gouttes d'amour que d'être complètement seul. Oh là là. C'est cher payé. C'est cher payé. On va le voir tantôt, là, je vais vous montrer le cycle de la violence. Oui, bien, c'est ça. Quelques gouttes d'amour. Quelques gouttes d'amour, mais après ça, ils sont violence. super gentils, voilà, tu sais, c'est ça. Alors, ça, on peut le trouver dans n'importe quelle de nos relations, ces éléments-là. Si on va dans une relation amoureuse, il y a des éléments qui sont plus spécifiques. Par exemple, la personne fouille, littéralement, envahit votre vie privée. C'est-à-dire que la personne toxique va commencer à aller dans les effets personnels de l'autre littéralement. Okay. Littéralement, oui. Sur le téléphone. Sur le portable, sur le téléphone, c'est qui tu rencontres. Il va commencer à aller fouiller, très tôt, dans des questions de dire, oui, mais là, c'est parce qu'on veut développer la confiance, donc il faut être nu et sans honte, et puis il faut qu'on... Oh, attends, on apprend à se connaître, là. On peut avoir... Mais ça, c'est un des symptômes, de constamment être au courant de... Il y a même des gens qui installent sur le téléphone de la copine ou du copain l'élément pour savoir où ils sont en tout temps. Les localisations en tout temps. Attends, il y a quelque chose qui est malsain ici, là, qui est pas... Moi, j'ai une ou deux localisations. J'ai pensé à toi tout de suite. Moi, j'ai rien dit, puisque l'amour couvre une multitude de fautes, mais j'ai pas... L'autre élément, c'est ça, quand on est dans des relations saines, on est capable d'en rire dans des relations saines. Mais dans une relation toxique, il y aurait une crise, là. OK. Tu protèges, qu'est-ce que tu protèges, qu'est-ce que tu caches, qu'est-ce que tu... Okay. Il y a un contrôle sur l'apparence de l'autre. Comment tu t'habilles? Souvent, on va le voir. Des hommes qui vont dire à leur conjointe ou à leur copine, non, tu ne peux pas porter ces vêtements-là pour aller au travail. Il faut que ça soit plus sobre. Puis d'autres fois, ça va être exagéré de l'autre côté parce qu'il va y avoir une sortie. Okay? Alors, il y a un contrôle qui prend place sur l'apparence de la personne, il y a un contrôle qui prend place. Il y a un contrôle sur les relations aussi. Tu sais, cette amie-là, elle parle contre moi, là. C'est pas une bonne amie. C'est néfaste pour notre relation amoureuse. On est mieux de s'éloigner de cette personne-là. On est mieux de s'éloigner. Et ça fait toute partie de l'isolement. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'exagération aussi? Ben oui. Par rapport à des situations peut-être banales, mais qui sont amplifiées? Oui. Beaucoup. Alors ça va faire partie de ce qu'on appelle le gaslighting. OK. Le gaslighting, c'est simplement... Comment tu le traduiras en français? Je ne sais pas, j'ai pas le mot en français. La poudre aux yeux? Mettre de l'essence sur le feu. Ouais. Ah oui, non, ça s'est fait, oui. Mais c'est comme si, Annabelle... ajouter de l'huile sur le feu? Ajouter de l'huile. C'est pas tout fait ça. La stratégie, c'est simplement, si supposons que là, Annabelle, tu me fais un reproche, et moi, je te dis, oui, mais attends une minute, j'ai vu tantôt, là, quand tu parlais avec ton conjoint. Là, puis on se tourne ça contre moi. On est rendu le feu est là-bas. Ouais. Au lieu que ça soit sur moi. Là, OK? Alors, on les appelle les personnalités de Teflon. Il n'y a rien qui colle. OK. Il
Il n'y a rien qui colle. C'est jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute. Et tu finis ta rencontre avec la personne quand tu toi dis, qui là, t'excuses, aujourd'hui, je quoi. vais confronter la personne. Exactement. Tout est revenu sur toi. Non, mais pourquoi j'ai pensé telle chose? Et là, c'est des spécialistes de nous faire douter. Hein? Et là, il y a quelque chose de malsain que ma perception, ma vision, ce que moi je vois, n'est pas entendu. Il n'y a pas de place pour l'écoute. Et le gaslighting, c'est la stratégie numéro 1. Hein? Et puis là, vous confrontez la personne et vous êtes rendu à parler de quelque chose. Mais, Puis sans te rendre compte, on et ça, je rends compte, nous, on se défend. Oh, ouais. Du coup, Puis ça en fait, revient je pas pense sur la que personne. tu doutes de toi. Finalement, c'était après- si grave que ça, ce qu'il a fait, finalement. Voilà. Il va y avoir une forme de punition si l'opinion est différente. Alors, souvent, dans une relation amoureuse, ça va être la punition. Bon, ça peut être physique, on s'entend, mais ça peut être le traitement de silence. Je te parle pas. Et là, la personne qui a émis l'opinion qui est différente, hein, là, elle va patiner. Hein. Et c'est exactement ce que l'autre veut. C'est-à-dire, la personne Voilà. revient, ah, Voilà. non. Et voilà, et voilà. Oui, mais tu l'as quand même dit. Ce qu'on appelle l'angle mort. L'angle mort. Que Mais la c'est- personne te met dans l'angle mort. Mais la personne te met sous la loi, sous le contrôle du silence. Et souvent, moi, je l'ai entendu des fois dans des relations de couple, là, j'aidais des couples. Ils disaient, mais j'ai rien dit. C'est quoi la différence entre quelqu'un juste qui boude et quelqu'un qui est dans l'angle mort? Parce que dans certaines relations amoureuses, il y a juste, tu boudes, tu parles pas Mais beaucoup. l'angle mort, c'est qu'il t'ignore complètement. Tu sais, quand tu conduis ta voiture puis tu vois rien, je pense, Daniel, tu me corrigeras, mais quand tu as une relation comme ça, la personne veut complètement t'ignorer. C'est pas te bouder, c'est qu'elle veut définitivement. Puis elle sait que quand tu lui parles pas, ben, ça y fait mal. Donc, elle te garde dans cette situation-là, puis le silence tue presque plus que les paroles. Donc, tu es gardé dans l'angle mort, n'est-ce pas, Doc? Oui. Alors, c'est de la manipulation. OK. Ça fait mal. C'est dominer. Et c'est très toxique. L'autre élément, c'est de dénigrer ce que tu aimes. Alors, ça peut être tes amis. Tu l'aimes, cette fille-là? T'es vraiment... C'est une amie, ça? Voyons donc. T'aimes ta famille, mais ta famille... T'as vu qu'est-ce que ta famille a dit de moi? T'as vu qu'est-ce que... Toujours dans la même stratégie d'isoler la personne de plus en plus pour qu'elle soit seule et qu'elle soit complètement démunie. Moi, j'ai eu des situations où des femmes me disaient je voudrais quitter, mais j'ai pas d'amis. Je ne saurais pas où aller. J'ai pas d'argent. J'ai pas de carte de crédit. Quand je fais une dépense, je dois appeler monsieur pour dire j'ai besoin de mettre de l'argent dans mon compte pour pouvoir. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il évaluait la pertinence de en as-tu vraiment demande. besoin? Ben oui, mais c'est fou, coûteux. Et monsieur, lui, dépensait, là, c'était des... Bon. Alors, il y avait complètement là, dénigré et là, de prendre le contrôle. Et quelquefois, ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être la femme Oui. dans cette position. Absolument. Oui, alors je généralise parce que c'est souvent les hommes, mais ça peut être la femme qui fait ça. De dénigrer, par exemple, tout ce que son mari va aimer. Une activité qu'il peut aimer. Comment tu peux aimer une chose pareille? Comment un homme de Dieu? Mais comment on peut savoir quand on passe la limite? Parce que dans les couples, là on parle de relations amoureuses, souvent il va y avoir un peu de... on n'aime pas forcément les mêmes choses. Oh, toi, ton foot. Bon, là, clairement, il y en a la femme et... Bon, Même pas Et- une chose que t'aimes. Je suis pas... ouais, voilà, pas les mêmes centres d'intérêt. Chacun veut se défendre un peu. Bah, écoute, s'il y a une dispute, si on pouvait éviter que je sois responsable ou que je sois coupable, il y a un peu ces tensions-là, ces frictions-là qui reviennent dans le couple. Mais comment savoir si on a passé un cap et où ça devient dangereux, où il y a de la manipulation, c'est pas juste des comportements immatures, c'est pas juste des petits coups de colère, etc. Comment est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que c'est parce que c'est régulier, c'est constamment, parce qu'il y a plusieurs éléments ensemble en même temps, ou s'il n'y en a que un, est-ce qu'on peut dire que c'est une relation toxique? La clé dans ce que tu viens de mentionner, c'est que c'est mutuel. Parfois, ça peut être toi, parfois, ça peut être ton conjoint. Ah, ok, ouais. Tu
vois, il y a une mutualité. Ça, c'est une relation saine. Ah, parfois, il y a des choses que d'un côté, parfois, c'est de l'autre côté. C'est quand c'est toujours dans le même sens. C'est toujours la même personne. C'est toujours à la même personne de... Ah, moi, il y a des j'aime certaines activités que mon épouse, elle n'aime pas du tout, là. Ah, ça ne l'intéresse pas. Je ne dévoilerai pas ici. Non, on ne dévoilera pas ici, mais c'est bien. Et c'est correct. Parce qu'elle a des activités, elle, que moi... Que je ne dévoilerai pas. Non. Moi, c'est bon, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Je veux aller prendre un petit déjeuner avec mes amis. Oui, tu y vas. Vas-y. Il n'y a pas de souci. C'est mutuel. Tu vois, elle est là, la différence. Dans une relation toxique, il n'y a pas de mutualité. Okay? C'est toujours à la même personne qui est la victime, si on peut dire, là, mais qui va en souffrir. Okay? C'est là qu'on va être dans une relation qui va être toxique. L'impression, là, que il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la relation. Et parfois, je parle avec des gens, puis est-ce que tu sens... Je sentais qu'il y avait quelque chose qui tourne pas rond, mais je n'arrivais pas à l'identifier. Et ça fait partie d'écouter notre intérieur, notre ressenti. Attends, il y a quelque chose, là, quelque chose qui sent pas bon ici. Là. Il y a quelque chose qui est pas bon dans cette relation-là. Je n'arrive pas à l'identifier, mais déjà, ça me met une puce à l'oreille, ça me met déjà une piste de... Il y a peut-être quelque chose qui est pas bon. L'impression, des gens ils vont dire, j'ai l'impression que je marche sur des œufs. Ouais. J'ai l'impression que dans la relation, il faut faire attention parce que ça va exploser. Et là, il y a une bombe. Et je suis constamment à marcher sur des œufs. Et donc, qu'est-ce que ça fait comme réaction? Je me referme. J'ose plus parler. J'ose plus. C'est exactement la toxicité d'une relation. Donc, du coup, le mauvais caractère, le fait de manifester un mauvais caractère peut faire de nous des personnes toxiques. Si je suis quelqu'un, tout le temps, je me mets en colère et tout, du coup, les gens autour de moi sont comme... Du coup, ça fait de moi une personne toxique. Bien, une des choses à comprendre sur la colère. La colère n'est pas péché. Hein? Jésus a eu de la colère et il n'a pas péché. Il y a 600 versets qui parlent de la colère de Dieu. Alors, le péché, c'est qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça que Paul va dire, dans votre colère, ne péchez pas. Ah, OK. Alors, parce que j'ai des explosions de colère, souvent les gens vont me dire, je me souviens d'une situation, et ils me disaient, j'ai perdu le contrôle. Non, tu as voulu prendre le contrôle. Okay. La colère était pour prendre le contrôle sur la situation. C'était pas parce que tu avais perdu le contrôle. C'est une prise de contrôle. Alors, c'est là que j'ai besoin d'aller voir, est-ce qu'il y a une colère qui est en moi que j'ai besoin d'aller voir en thérapie, comme on disait lundi, d'aller voir, de dire, mais qu'est-ce qui fait que j'ai autant de colère? D'où elle vient toute cette colère-là? Moi, il y a des choses encore que si je vois un enfant qui est maltraité, je veux intervenir. Il y a quelque chose en moi, là, des fois, de voir des familles avec le papa qui est en état d'ébriété dans un resto, là, et puis que je vois que, ça vient chercher des choses en moi, mais ça n'a rien à voir avec la situation. Hein. Ah non, c'est mon enfance, ça. OK, je sais d'où ça vient. Ouais, OK, c'est bon. Tu vois? Alors, adresser la colère, mais parfois, la colère est légitime. Si la situation est fâchante, j'ai le droit à ma colère. Mais des fois, quand tu parlais de mauvais caractère, je pense que dans une relation toxique, c'est pas une question de mauvais caractère, c'est une question de dominant-dominé. C'est comme, je pense que quand ton caractère, ta colère, ton comportement est dans le but de dominer la personne. Ce qui est différent que si tu as de la colère parce que tu t'exprimes sur quelque chose qui t'irrite. Mais ton but n'était pas de dominer, d'écraser l'autre et puis dans diverses facettes de la vie de l'autre. Donc, est-ce que ça peut être une question d'intentionnalité dans les relations toxiques? Puis la personne est intentionnelle, elle veut dominer. Est-ce qu'on peut être toxique sans savoir? C'était ma question. Est-ce qu'on peut? Oui. Oui. Et c'est là que si on est dans une relation saine, l'autre va nous confronter. Il va dire ça, là. Non. C'est que ça va être, tu mets ta limite, ça ne marche pas, ça. L'autre va mettre sa limite. Il va dire non, ça, là, on n'agit pas de cette façon-là. On n'agit pas de cette manière-là. Et c'est là, quand on a une relation saine, l'autre a le droit de parler. Le droit à son reflet.
Elle a droit à sa perception. Je me souviens très tôt dans notre mariage, très, très tôt dans notre mariage. On avait eu un léger conflit, mon épouse et moi, et, parce qu'on ne l'a plus maintenant. Elle a toujours raison. Mais, C'est la conclusion. J'invite tous les hommes à aller en thérapie, comme Daniel. Elle a toujours... Et elle avait eu une réaction. J'ai fait un geste, j'ai fait quelque chose. Et je l'ai vue complètement, là. Elle me dit, mais ça, c'est inacceptable. C'est de la violence pure. Je ne tolérerai pas. Je n'accepterai pas de la violence comme ça. Et moi, je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu parles de quoi, là, exactement? Ben, ce que tu viens de faire, là, ce que tu viens de... Hein? Mais tu vois, dans mon contexte de mon enfance, on était très, très loin de la violence que j'ai pu voir ou connaître. Mais dans son enfance à elle, ma petite douce de Toronto. Anglaise. Petite anglaise de Toronto. Pour elle, mais ça m'a confronté à dire, wow, je l'avais pas vu. Et toi, tu l'as ressenti et c'est pas ce que je veux que tu ressentes dans notre mariage. C'est pas le ressenti que je veux. Donc, j'agirai plus de cette façon-là. Et je l'ai pas refait. 42 ans plus tard. Et du coup, une personne toxique ou en voie de le devenir aurait pu dire, bah, écoute, pour moi, c'est pas ça de la violence. Moi, je considère pas que c'est de la violence. Donc, Voilà. et moi, voilà ce que j'ai vécu, etc. Et du coup, je m'autorise à le refaire parce que je considère que c'est pas violent. Je ne t'écoute pas parce que moi, c'est plus important. OK. Et je ne t'écoute pas. Au lieu d'avoir cette ouverture-là, de dire, non, attends, la personne, elle a quand même si pour moi, là, mais elle l'a vécu de cette façon-là. Ah, c'est ton vécu, là. C'est comme ça que tu le... Moi, c'est pas comme ça que je veux pas que tu te sentes comme ça dans notre mariage. C'est pas le but. C'est pas le but de notre relation. C'est le sentiment de dire, ben, j'ai pas le droit à l'erreur. C'est toxique. J'ai pas le droit à l'erreur. Hein? Où les gens vont vivre d'une telle sorte qu'ils font jamais d'erreur. Ils ne demanderont pas pardon, ils ne s'excuseront pas. Hein? Mais ça, c'est toxique. On est des humains. C'est certain qu'on va faire des erreurs. Alors, de dire, j'ai le droit à l'erreur sans que ça mette toute la relation, le questionnement de ton amour, t'es pas engagé avec moi, t'as fait... Oui, mais j'ai fait une erreur. Non, tu voulais, tu y as pensé, c'était ton intention, tu voulais me faire mal, tu le sais, parce que tu le sais très bien. Et là, on est dans le gaslighting. Là, on met de l'essence sur le feu, et là, la personne se sent... Alors que la personne, c'est une simple erreur. C'est une simple erreur humaine. Alors, une relation toxique ne l'aura pas. Dans des relations amoureuses, il n'y aura pas le droit à des activités seules. OK. Où la personne, on le voit, là, la personne va dire « Envoie-moi une photo où tu es. Fais-moi un selfie, je suis à la bibliothèque. Fais-moi un selfie. » Pour prouver que je suis... le contrôle, l'acquisition. Bon, j'ai pas le droit d'être seul. Mais c'est là qu'on est dans des relations toxiques. Et c'est à sens unique. Oui, c'est à sens unique. Parce que si l'autre dit ah bah tiens, envoie-moi une photo de toi, là, il n'y aura pas forcément la réponse. Tout dépend du pourquoi derrière. Si j'ai à voyager, ce qui m'arrive à l'occasion de voyager seul, j'envoie des photos, des selfies à mon épouse. Oui. Tu sais, voir ce que je vois, et puis tout ça, et puis bon. Mais c'est simplement... C'est pas la loi. C'est pas la loi. C'est pas la loi, c'est pas l'obligation. Et c'est surtout pas par sentiment qu'elle me contrôle. C'est simplement mon expression, je pense à toi. Et on a parlé... je sais pas si... dites-moi si vous voulez qu'on y aille maintenant ou pas. Mais aussi dans le cadre de la famille, dans le cadre parent-enfant, il peut y avoir des relations toxiques. Je sais pas si on veut y aller maintenant ou pas. Je te dirais que dans le cadre familial, si on reprend les mêmes signes, les mêmes symptômes, on va les revoir se manifester dans une famille. L'enfant n'a pas le droit d'être un enfant. C'est un enfant. Il a le droit d'être un enfant. L'enfant n'a pas le droit, dans les familles chrétiennes, l'enfant n'a pas le droit de développer sa relation avec Jésus. C'est le parent qui l'impose. Oui, on enseigne à nos enfants, ça c'est vrai. Mais il arrive un temps à l'adolescence où il faut laisser l'espace à nos enfants de prendre leurs décisions puis de développer leur propre relation. Et moi, ça m'a pris un petit moment à le réaliser parce que j'ai compris que leur relation avec Jésus
ne sera pas la même que moi j'ai avec Jésus. Parce que moi, je n'ai pas grandi dans l'Église, converti à 22 ans, mais les conversions là, drastiques, radicales. Les vrais, là. Les vrais. Là, on était vraiment sauvés. Les vrais de vrais, là, on parle des vrais. De voir que... mais mes enfants ont grandi dans l'Église. Alors que quand tu leur regardes, tu leur parles, tu dis, ben, est-ce que tu te souviens d'un jour où tu n'as pas cru en Jésus? Non. Non. Toujours cru en Jésus. Toujours, hein? Il n'y a pas eu de moment où je ne croyais plus en Jésus. Il peut y avoir eu des épisodes de haut et des bas dans la relation, mais c'est complètement différent. Alors, laisser nos enfants aussi, hein, de l'espace pour être eux. Et dans le fond, c'est ça une relation toxique, c'est que ça ne me laisse pas l'espace pour être moi. Ce que Jésus m'offre. Parce qu'un père et une mère, on peut être coincé avec, en fait, dans le sens, on n'est pas dans une relation, notre père va rester notre père, notre mère va rester notre mère, et ça peut être, quelquefois, on peut ne pas savoir comment gérer. C'est ma mère, je lui dois tout, je lui dois la vie, mais maintenant, elle est là, elle me fait me sentir mal, comme si j'étais une moins que rien, comme si je savais pas éduquer mes enfants, comme si j'étais pas une bonne épouse, mais en même temps, elle fait mes courses, elle va chercher mes enfants à l'école, elle fait mon ménage, j'ai vraiment besoin d'elle. Comment est-ce que je fais pour me sortir de ça sans perdre ma mère et puis peut-être sans perdre l'aide qu'elle me donne? Non, mais ça rentre, faut le dire, ça rentre dans la réflexion. Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? Mère-fille, relation toxique, il y en a beaucoup? Oui. Moi, ma fille, elle m'a dit, t'es pas toxique, t'es juste relou. Comme une mère. J'ai dit, ah, OK. C'est de créer... C'est mutuel. C'est de tenter de créer l'ouverture à la conversation. C'est tout. Créer de dire, ben, parfois, tu sais, maman, j'ai le droit à mes limites sur certaines choses. Tu quitteras ton père et ta mère. Ah, c'est donc le droit de mettre des limites à mes parents. Dans certaines cultures, c'est non. Hein, les parents ont toujours le droit de regard, ils ont toujours le droit de parole. J'ai entendu ton soupir, Aurélie. Mais la Bible me dit, j'ai le droit de mettre mes limites et de cultiver une relation qui va être saine. C'est-à-dire qu'on va se parler. Alors, pour les parents, on passe de l'autorité suprême, quand ils sont petits bébés, hein, puis c'est nous qui avons pris la décision d'avoir un enfant, ils sont petits bébés, on est l'autorité, à transitionner vers être une influence. Ça veut dire que mon autorité baisse et leur autonomie monte. Pour qu'un jour, on arrive à des relations adultes égales, on demeure une influence, mais on n'est plus l'autorité. Et on va créer cette relation-là, et parfois, ben, ils vont prendre des décisions qu'on n'aurait jamais prises. Mais en même temps, il faut avoir l'honnêteté et la franchise. Moi, je regarde mes enfants qui élèvent leurs enfants. Oh, c'est pas évident aujourd'hui, hein? Comparativement à ce que ça a été pour moi et mon épouse quand on a élevé nos enfants. Hein, aujourd'hui, avec tous les médias sociaux, tout ce que la culture, la société est rendue, c'est un défi là, qui est complètement... Là, c'est pas parce que moi, je l'ai fait avec mes enfants qu'aujourd'hui, ça fonctionne encore. Là. Alors, il faut avoir ce pas de recul-là aussi. Si on regarde rapidement, pour dire comment je peux m'en sortir, comment je peux sortir de ça. Hein? Le premier élément, là, c'est de réaliser mon droit fondamental à ma sécurité. Mon droit fondamental en tant qu'humain de me sentir en sécurité. Okay? Ça veut dire que on n'a plus le droit à l'esclavage. J'ai le droit d'être en sécurité. J'ai le droit d'être moi. J'ai le droit de me sentir sécure et de pouvoir, de pouvoir être libre de décider. Hein? Quand Jésus dit de donner sa vie pour les autres, c'est pas les autres qui exigent ma vie. C'est moi qui ai pris la décision de donner ma vie. C'est pas la même chose. Et alors, l'idée de... les manipulateurs, parfois, là, dans des relations toxiques, ils vont manipuler sur ça. Ça va devenir un abus. Tu n'es pas supposé garder ton corps et pas ton corps, il ne t'appartient pas. Bon. Et pour ma sécurité, j'ai le droit de m'éloigner d'une relation toxique. J'ai le droit fondamental pour ma sécurité. Quelle que soit cette personne. Quelle que soit cette personne. Ça peut être mes parents. La Bible me dit, tu quitteras ton père et ta mère.
OK. Fait que donc, j'ai le droit de quitter, mais j'ai le droit de mettre des limites au minimum. Si je suis dans une relation en fréquentation, les fréquentations, c'est une question. Fréquentation, c'est une question. Est-ce que nous sommes faits l'un pour l'autre? 3 réponses possibles. La réponse peut être oui. Alors, on va au mariage. La réponse peut être je ne le sais pas encore. Alors, on continue la fréquentation parce qu'on ne le sait pas encore. Mais c'est possible que la réponse soit non. Non. Et là, on dit non. J'ai le droit de dire non, stop. Hein? Parce que je vois des lumières rouges, je vois des drapeaux rouges dans ce qui se passe. Et je vois pas non, j'ai le droit de m'en éloigner. J'ai le droit fondamental, ma sécurité, mon autonomie, de pouvoir quitter ces situations d'abus. Mais j'ai le droit aussi de le quitter quand je suis dans un mariage qui est toxique. J'ai le droit de ce qu'on va appeler, en termes de thérapie, on va parler d'une séparation thérapeutique. Bon. Où on va inviter les gens à prendre un pas de recul, chacun de leur côté. Il faut que ça soit bien fait, par contre. Il faut que les deux soient au courant. Il faut que les deux comprennent l'objectif. Trop souvent, là, il y a eu des fois, il y a eu des situations où on a dit à la conjointe, ben sors, mais le monsieur comprend pas. Et puis bon, puis on n'a pas dit les objectifs clairement. Là. C'est thérapeutique. C'est de dire, on prend un pas de recul. Et d'avoir identifié une relation toxique, pas juste... voilà. T'as pas fait la vaisselle hier soir. Genre. Voilà, tu vois. Et c'est une... Et oui, c'est drastique. On comprend que quand on en arrive là, c'est parce que toutes les autres démarches n'ont pas fonctionné. Et là, on en arrive là. Il y a eu d'autres démarches, ça, c'est aussi Il y a eu d'autres démarches avant. Alors, on en arrive à ce moment-là. Mais j'ai le droit. J'ai le droit de quitter un foyer abusif, violent. C'est pas l'intention de Dieu pour le mariage. Oui, mais on est marié devant Dieu. Oui, mais quelle est l'intention de Dieu pour le mariage? C'est pas ce que tu es en train de vivre. Alors, de sortir, tu as le droit. Tu as le droit de te protéger, de protéger les enfants. Tu as le droit. Ça ne veut pas dire une demande en divorce. C'est simplement de dire stop, ça suffit. Et souvent, ça saisit l'autre personne. Puis ça amène Et des changements. parfois, ça va saisir l'autre personne. Mais parfois, non. Parce qu'un bon manipulateur va aller jouer dans ça. Et c'est de comprendre aussi qu'est-ce que moi j'y trouve dans cette relation toxique-là. Ouais. Si j'ai une dépendance affective, je ne peux pas exister sans ton amour. Les 2 gouttes d'amour. Au mieux, les 2 gouttes d'amour. Ben, c'est quelqu'un qui avait une dépendance affective. Alors là, on va aller travailler comment? Dans tout l'amour qu'on peut avoir en nous-mêmes avec Dieu et commencer à s'aimer soi-même. Comprendre aussi que parfois, là, c'est pour provoquer le changement. Et là, c'est comme, j'ai besoin de monter le volume. Hein. Je t'ai dit que j'aimais pas cette situation-là. Je l'ai dit, je l'ai crié. Bon, là, je sors de la maison. Et si ça ne change pas, j'ai vu un article qui disait que 85% des hommes qui sortaient de la pornographie, de la dépendance à la pornographie, avaient été menacés par leur épouse qu'ils étaient pour les divorcer si ça n'arrêtait pas. Il semble que ce soit une belle motivation pour arrêter la pornographie. Qui s'appelle le syndrome du sac de poubelle. Oh, Le sac est à la porte. Le sac est à la porte, tu vas le comprendre. Il faut bien comprendre aussi, il faut dégager la personne, là, de dire, c'est pas parce que tu quittes, à la limite, que tu en arrives à demander le divorce, que tu es la cause du divorce. Ça, c'est important. Parce que la personnalité narcissique ne demandera jamais le divorce. Tu es sa proie. Tu lui appartiens. Et cette personne-là ne demandera jamais le divorce. Pourtant, il est la cause. Okay? Faut briser, deuxièmement, il faut briser l'isolement. Il faut parler. Faut parler. On a encore de la difficulté des fois dans l'Église à parler. Je lisais Jacques chapitre 5, verset 16, qui dit « Confessez les uns aux autres, puis il va y avoir de la guérison. » C'est quand même fort, hein? Parce que souvent, c'est ça la thérapie, c'est ça la relation d'aide, c'est ça les bonnes relations, c'est de dire je parle et je trouve guérison en parlant les uns avec les autres. De sortir de cet environnement-là, de sortir de l'isolement dans lequel on s'est retrouvé, qu'on a été mis, et d'accepter de l'aide. Accepter de l'aide. Je suis dans une relation qui est malsaine pour moi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Mais une aide qui va être... moi, j'ai vu quelqu'un qui a demandé de l'aide dans son église, qui était une petite église très sectaire, où justement, qui était dirigée par un pasteur narcissique.
qui disait que c'est elle qui avait un problème de soumission. Ouais. Alors, trouver la bonne aide. Mais aussi de parler avant d'exploser. Souvent, les femmes, elles vont attendre, ou les personnes sous l'influence d'une personne narcissique, t'endures. Puis là, surtout dans un mariage, ça devient... Là, tu veux te séparer, mais il y a des solutions de parler, comme Daniel dit, pour aller chercher de l'aide, pour pas arriver ultimement à un divorce, je pense. Et c'est là qu'il faut, tu sais, entendre quand tu disais la petite voix, le Saint-Esprit qui dit s'il y a quelque chose, là, ben, c'est là qu'il est important de consulter avant d'arriver où on est à bout puis on n'est plus capable de s'en sortir. Puis de recevoir de l'aide. Il n'y a pas de honte. Trop souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Pour chacun de nous, c'est notre première vie. C'est notre première. C'est la première fois qu'on vit. Ouais, c'est la seule au C'est moins. possible qu'on a besoin d'aide des fois. Merci beaucoup, Daniel. Alors, vendredi, on se retrouve et on va continuer avec un sujet très intéressant sur les mécanismes de défense. Alors, on se retrouve vendredi. On se dit bye-bye. Bonjour EMCI TV. Je viens témoigner aujourd'hui parce que j'avais un sérieux problème de glaucome au point où j'avais besoin de beaucoup d'argent pour l'écoute. Et je me suis inspirée. Dans la prière, j'ai suivi avec attention les émissions du pasteur, les prédications du pasteur Jérémie sur la guérison. Et je les ai suivies pendant toute une semaine. J'ai décidé d'abandonner mes écoutes. Et puis un soir, pendant que je voulais regarder la télé, j'ai eu une sensation de douleur intense à l'intérieur de l'oreille gauche, quelque chose qui faisait comme si ça se déplaçait de l'oreille vers la gorge, et puis ça remontait, et au même moment, quelque chose bourdonnait dans l'oreille. J'ai prié, je me suis souvenu qu'on a dit qu'on prie, et on croit qu'on sera guéri, et la prière et la patience, la foi et la patience, ça va de pair. J'ai cessé de prier, je suis partie m'asseoir pour regarder la télé, et quelque temps après, la douleur est devenue un peu plus intense. Et à ce moment précis, j'ai senti comme une fourmi qui partait de l'intérieur de l'oreille jusqu'à l'extérieur. J'ai baissé la tête, j'ai mis la main pour que cette fourmi tombe dans ma main. Aucune fourmi n'est tombée dans ma main. Ce qui est arrivé, c'est que la douleur s'est calmée. Et depuis, j'ai attendu beaucoup de temps avant de faire ce témoignage parce que depuis ce temps, ça fait déjà presque 4 mois, je n'ai plus jamais eu de problème lorsque je ne mets même pas mes gouttes. Donc, je suis sûre que je suis guérie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur est bon! N'est-il pas merveilleux notre Dieu? Lorsqu'on entend ce genre de témoignage, on ne peut que le bénir, on ne peut que le remercier. Et je veux prendre aussi le temps de dire merci à vous tous, chers partenaires, parce que c'est une œuvre collaborative. Oui, le Seigneur se sert de nous ici à EMCI en tant qu'équipe, mais également de vous pour toucher tant de vies comme ce témoignage qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Alors de tout cœur, merci vraiment, on est reconnaissant. Et si vous aussi vous voulez faire partie de cette belle famille de partenaires, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous dès aujourd'hui en allant sur emcitv.com/don. On se réjouit déjà d'œuvrer ensemble dans la même équipe avec vous et on vous dit à très très bientôt. Bye bye. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.